Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Bonjour à toutes et à tous, je reçois pour ce 30e épisode de Trail Business Club le sélectionneur de l'équipe de France de trail, Adrien Séguret. À la veille des championnats de France 2025 de la discipline à Val d'Isère, nous allons décrypter le monde du trail, s'appuyer sur son regard et son expertise, son rôle de sélectionneur, de l'olympisme en passant par le business du trail ou encore le dopage et les différents circuits mondiaux qui animent ce sport. Bonjour Adrien et merci d'avoir accepté l'invitation. Bonjour à toutes et à tous et salut Fred. Merci beaucoup pour ce moment. Alors merci de nous accorder de ton temps parce que je le disais, les championnats de France arrivent à grands pas. Dès ce week-end, les championnats de France de course en montagne et le week-end suivant, les championnats de France de trail à Val d'Isère. Tu es aussi dans une période pour toi très chargée puisque tu suis beaucoup d'athlètes, on va y revenir. Mais avant tout, on te connaît en tant que sélectionneur depuis maintenant 3 ans, j'imagine, c'est ça? Ça va faire 4 ans. 4 ans. Est-ce que tu peux revenir sur ton parcours sportif et professionnel? Puisqu'on peut dire que tu es un petit peu un touche-à-tout, à la fois dans le sport, mais aussi, dans le monde professionnel. Ouais, alors, bon, moi j'ai 42 ans maintenant et au niveau sportif, moi j'ai réellement commencé sur vraiment en sport, vraiment sur le cyclisme où j'ai vraiment fait du vélo en gros, aller sérieusement, ouais, de minime à espoir. Donc voilà, avec des débuts qui étaient sympas, où je prenais du plaisir. Ça m'a permis, voilà, de me faire plaisir avec les copains, de gagner quelques courses, de pouvoir justement évoluer dans le club de Rodez, où je suis originaire, en Aveyron, jusqu'en junior. Et après, je suis parti au GSC Blagnac, en espoir, ouais. Et puis après, j'ai arrêté un peu, un peu de ras-le-bol. Un peu trop envie de vivre la jeunesse un peu, voilà, un peu à fond. Et puis je me suis tourné vers une autre passion en fait que j'ai toujours eu à côté, qui est le rugby, où j'ai voulu me faire plaisir un petit peu. Ça allait pas mal en voulant vivre sa jeunesse à fond à côté. Ça laissait plus de temps, c'était un peu moins sérieux que le vélo là-dessus. Donc du coup, voilà, j'ai joué au rugby, puis je me suis remis quand même sur les sports d'endurance. Ensuite, surtout avec le raid multisport, le raid aventure, de 2006, 2007, ouais, 2006-2007 à 2013. Et puis sur la fin, je commençais vraiment, voilà, en parallèle à commencer vraiment aussi le trail. Donc voilà, en parallèle du raid, parce que je me disais que bon, voilà, ça permettait aussi d'aller un petit peu travailler ce point, de la course à pied qu'on avait beaucoup aussi dans le raid. Donc du coup, je me suis mis sur le trail. Voilà un petit peu la carrière. Et puis j'ai arrêté assez tôt. J'ai arrêté assez tôt pour des petits soucis après de santé là-dessus, où j'ai pas pu continuer comme j'aurais eu envie de continuer, avec 3 opérations sur un genou, croisé ménisque 3 fois. Donc là, j'ai un genou qui est pas beau, qui gonfle très vite dès que je cours un peu trop longtemps ou plusieurs jours de suite. Et puis j'ai aussi eu la maladie de Lyme, donc voilà, qui m'a mis au fond
pendant un bon moment et voilà. Et à l'heure où je vous parle aujourd'hui, j'ai fait une prise de sang encore il y a 15 jours parce que j'ai eu une belle réactivation en fait justement de Lyme, donc assez fatigué actuellement, mais voilà, bon, il faut vivre avec, c'est pas très grave. On fait un peu moins de sport, on fait un peu moins de sport qu'avant et puis on arrive quand même à prendre du plaisir, quoi. Et professionnellement, tu es aussi quelqu'un qui a un petit peu touché à tout, un magasin de sport, tu as travaillé aussi pour une marque de sac à dos, Ouais. avant d'arriver dans le monde de la fédération. Ouais, c'est vrai qu'au niveau alors du coup, moi j'ai commencé en fait mes études par une licence de management du sport, donc management sportif, avant de passer sur la partie entraînement et donc voilà, donc je suis resté, sur cette partie management. J'ai commencé j'ai travaillé, dans plusieurs domaines dans le sport. Ça a été, du coup, voilà, j'avais un magasin de running, sur, Rodez, que j'ai eu, voilà, pendant 5 ans, que j'ai vendu quand j'ai déménagé. Et j'ai travaillé également pour, voilà, pour une marque de bagagerie, qui était Oxitis. Voilà, en tant que, le terme était le business developer, sur la partie commerciale. Et puis après, vraiment, je me suis, tourné vraiment sur la partie entraînement. J'ai aussi été team manager, du coup, qui était le team, Oxitis Odlo, puis Odlo, voilà, après. Donc ça m'a permis de voir différentes choses dans le milieu du trail. La part, vraiment, voilà, vraiment de distribution, la partie un petit peu, voilà, commerciale, marketing, et puis après, toute la partie sportive. Donc c'est vrai que ça m'a permis de toucher un petit peu à tout ça et de voir beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup enrichi. Et c'est vrai que je pense que maintenant, voilà, je compte pas changer de voie de suite, mais je me régale dans ce que je fais. Et puis c'est vrai que c'est pour ça après qu'une fois que, en parallèle à tout ça, je continuais à travailler un petit peu, mes connaissances et à continuer à faire, voilà, quelques formations où j'ai fait, un diplôme d'études supérieures et 2 DU, sur de la prépa physique, une licence d'entraînement sportif, DU trail, voilà, j'ai continué plus les formations fédérales aussi d'entraîneur. Donc et un CQP aussi d'entraîneur. Donc ça m'a permis d'étoffer énormément en fait mes connaissances et mes formations en fait sur la partie de l'entraînement où actuellement voilà, je me régale, là-dessus. Ouais. Alors, tu es resté, humble sur, ta partie, ton époque trail, mais je vais quand même dire que tu as gagné 2 fois les Hospitaliers, le Trail des Hospitaliers qui était à Nantes, le lieu historique, des Templiers, en 2011 et 2013. Tu as gagné la Transobrac, donc, chez toi, en je crois 2013 aussi, 12e de la Transgrande Canaria, 36e des Templiers en 2015, donc il y a 10 ans. Mais surtout, le point sur lequel je veux revenir et tu en parles pas souvent et c'est vrai qu'on connaît pas cette facette, c'est que tu es quand même issu d'une famille sportive avec un père qui a participé aux Jeux olympiques à Barcelone en 92 en équitation. Qu'est-ce que tu as conservé de cet héritage, familial qui atteint les plus hauts sommets? Alors, à cheval, pas grand-chose, mais par contre, niveau, niveau sportif, non, ça a été, je pense que ça a été plus la culture peut-être du haut niveau, la culture de la compétition. Et c'est vrai que, j'ai toujours aimé le sport, mais j'ai toujours aimé la compétition aussi et je pense de manière, vraiment égale avec la partie sport. Je me régale maintenant à faire, du sport pour moi, mais n'ayant plus les capacités de pouvoir faire du sport à bon niveau. J'ai la chance de pouvoir vivre le haut niveau, avec mon métier de coach et c'est vrai que c'est ce qui m'aurait manqué, dans cette partie sport et c'est vrai que j'adore le sport, j'adore tous les sports. Je suis un fanat de tous les sports, mais j'ai besoin de compétition et je pense que ça a été inculqué dès mon tout jeune âge en fait là-dessus et c'est vrai que je me rappellerai une fois où j'étais tout petit et j'avais mon père s'était planté sur un concours, j'avais été le voir et du coup voilà, comme tout gamin, on essaye de sortir une petite phrase qui qui voilà qu'on a entendue et j'y sors une petite Coubertin en lui disant mais c'est pas grave, l'essentiel c'est de participer. Et là il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit non, l'essentiel c'est de gagner.
Et, et c'est, et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui marque un gamin. Et c'est vrai que j'ai toujours, voilà, toujours été dans cette, dans cette un petit peu, dans cette culture. Et donc voilà, donc du coup, je vis le sport à 100%, mais je vis la compétition aussi à 100%. Alors juste pour l'anecdote, hein, tu as frôlé, une cotation ITRA, de plus de 830, même 835 je crois, qui aujourd'hui, je te l'annonce, frôle les 600. Donc, la petite question un peu sournoise, c'est est-ce que tu as besoin d'un coach? Non, 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 je pense qu'il pèterait les plombs avec moi, en fait. C'est, non, non, c'est, justement, on en rigole des fois avec mes collègues de boulot où ils prennent ma courbe Strava et en fait, je pense que c'est impossible de faire plus grande dents de scie que ça. Je fais une semaine où où je vais un petit peu dehors, puis du coup, je mets une semaine à récupérer. Donc, je fais autre chose ou je suis pris sur autre chose, puis je repars une semaine dehors. Ça, c'est impossible c'est impossible. Et puis, non, non, ma cote aujourd'hui, elle est que je fais une course, je mets un dossard tous les ans ou tous les 2 ans. Voilà, où je vais, par exemple, comme la dernière fois, j'ai voulu le faire avec ma femme, Anne-Lise, et forcément, je veux partir avec elle parce que il me reste un petit ego, une petite part d'ego, donc j'essaie de partir un petit peu avec elle. Alors à chaque fois, elle m'attend, mais forcément, on part à son rythme, donc ça tient 10 bornes, et puis après, en général, je m'assois sur un caillou, j'attends que ça passe, je me mouille la tête, et puis je reste, je reste super cool jusqu'à l'arrivée. Donc voilà, donc c'est sûr que je pense que je peux arriver à augmenter un petit peu cette cote, mais pas de beaucoup actuellement, non. Alors on va revenir sur ton rôle au sein de la FFA et tous les sujets que j'ai évoqués en début en présentation. On est à mi-saison, on va dire, annuelle. On est au 30 juin. Quel bilan tu dresses de cette première partie de saison avec ton regard, de sélectionneur, de coach, d'homme et d'expert de la discipline? Un début de saison qui a été intéressant par rapport, si je regarde un petit peu, au niveau, moi, des athlètes qui vont être intéressants par rapport voilà, à la future sélection qui sera sur le championnat du monde cette année. Donc c'est vrai que, voilà, moi, je peux avoir un regard sur, les athlètes que j'entraîne en perso parce que j'ai une structure d'entraînement. Donc, voilà, où je suis au quotidien et donc, je vais suivre sur les courses comme là, ce week-end où j'étais sur le marathon du Mont Blanc et le 90, voilà, où j'ai suivi des athlètes. Mais j'ai aussi une double casquette sur ces moments-là où, ce week-end, voilà, j'ai suivi mes athlètes, mais j'avais aussi un regard sur ce qui se passait, clairement, sur la course, sur les coureurs que l'on connaît, sur les coureurs que l'on a un petit peu dans le groupe élargi, dans le groupe France élargi, donc que l'on surveille tout le temps, et puis un œil aussi sur les surprises. Et même ce week-end, il y a eu des belles surprises. Depuis le début de l'année, j'ai eu des belles surprises. Donc mon rôle aussi est de suivre vraiment un petit peu tout ce qui se passe dans le monde du trail, dans le milieu du trail, mais aussi forcément sur les athlètes pour pouvoir essayer d'aller discuter, d'approcher, de commencer à piquer certains athlètes, certains nouveaux athlètes à l'équipe de France, parce qu'il faut toujours penser qu'on a l'équipe de France de cette année, des championnats, mais on a l'équipe de France aussi de demain, et je pense que c'est toujours important d'essayer d'avoir plus un temps d'avance qu'un temps de retard, donc d'essayer justement de voir un petit peu, voilà, toutes les petites pépites aussi qui sortent et qui vont pouvoir alimenter l'équipe de France de demain, donc je pense que c'est vraiment important. Donc là, tout le début de saison, ça a été tourné là-dessus. On n'a pas eu de gros championnats encore, nous, au niveau voilà, fédéral, hein, championnat de France, championnat du monde, tout ça, on n'a pas eu. D'habitude, on les a sur les premières parties de saison, comme l'an dernier, on avait tout en début de saison. Donc c'est vrai qu'une fois qu'on avait passé le mois de juin, bah, du coup, la saison était un petit peu plus cool. On se tournait plus sur le côté après UTMB, sur les Templiers, la Diac, tout ça, enfin d'autres gros événements. Mais on était, voilà, on avait vraiment segmenté un petit peu en deux la saison. Là, cette année, c'est un peu particulier parce que on a une première partie de saison d'observation et on va avoir une deuxième, par contre, partie de saison assez chargée avec là clairement le programme qui nous attend est assez copieux. Donc du coup, ça a été une première partie de saison assez longue pour moi là-dessus, d'observation, de préparation, mais avec pas le gros objectif encore à se mettre sous la dent. Donc
C'est voilà, c'était intéressant, mais c'était aussi pas spécialement ultra évident dans mon rôle de coach pour justement essayer de parler toujours d'un mot que les athlètes détestent, c'est le mot patience, et justement voilà d'arriver à les faire patienter pour pouvoir les faire monter sur les pics de forme à partir de la semaine prochaine, quoi. Alors tu l'as dit, des saisons, chargées qui commencent tôt, voire même très tôt. On se demande même si elles s'arrêtent finalement quelque part. Ça finit en décembre et ça redémarre, dès le mois de mars. On retrouve aujourd'hui beaucoup de coureurs blessés, physiquement ou même mentalement, à la limite du burn-out. Quel est ton regard sur l'organisation de ces saisons et sur, l'évolution un petit peu gargantuesque de ces planifications, aussi compliquées où tu l'as dit, il faut être patient et c'est difficile parfois même d'exister médiatiquement quand, on reste chez soi à s'entraîner dans l'ombre? Ouais, c'est vrai que ce sont des saisons. Alors, en plus, voilà, tu connais bien le vélo, le vélo aussi, et c'est vrai que venant du cyclisme, on avait des saisons qui étaient très marquées en fait. Hein, donc, tu commençais, voilà, à février-mars et tu arrêtais fin septembre, début octobre. C'était plié. Tu prenais ta coupure. Après, tu recommençais. Certains allaient faire un petit peu de cyclocross l'hiver, mais pas tous. Et puis, tu avais le temps de repréparer, de retravailler tes bases d'hiver. Enfin, et puis voilà, on arrivait sur les premières courses de début de saison, à savoir un peu, tiens, toi, t'as fait combien de kills cet hiver? C'était voilà, mais nous, on l'a plus ça, et c'est vrai qu'en trail, il y a pas ça parce qu'il faut souvent pousser jusqu'à la Saint-Élion, qui va se retrouver à chaque fois à cheval sur novembre-décembre. Et puis on se retrouve à démarrer très très vite la saison. Et maintenant, avec certains circuits, on se retrouve justement où des fois c'est le moment d'aller faire une course de qualif pour aller se qualifier, par exemple sur un UTMB par la suite, parce qu'on n'a pas la qualif, ça n'a pas pu rentrer dans le calendrier précédent. Donc en fait, c'est très difficile parce qu'on peut jamais couper. Et je pense, moi, c'est quelque chose que j'y tiens. Alors, je sais pas par là si j'ai raison, je sais pas s'il y a une vérité, je pense pas. Mais je suis assez adepte en fait d'une coupure comme on pouvait avoir en cyclisme, en fait, de couper 3 semaines, un mois, vraiment. Voilà, bon, ça n'empêche pas un petit footing, il y a pas de souci, mais de couper un petit peu avec ça. Et presque, j'incite même les athlètes à faire autre chose et même à aller prendre, s'il faut aller prendre voilà, une grosse caisse un soir avec les copains, mais c'est génial. Allez-y, enfin faites-vous plaisir, faites un reset total et après vous revenez, vous avez la grinta en fait, et ça c'est super important. Il faut savoir se mettre en off total pour pouvoir revenir fort après et surtout revenir avec de l'envie. Et tu parles un petit peu justement de blessures et de proche du burn-out, et je pense que tout est lié. Le côté blessure physique et psychologique est totalement lié, et ça casse soit d'un côté soit de l'autre, mais à un moment donné, on ne peut pas enchaîner les saisons en non-stop comme ça, ce n'est pas possible. Même un champion, en fait, reste un humain. Et on peut, voilà, il a des faiblesses, et tout le monde a des faiblesses, et ça ne peut pas durer. Et je pense que c'est vraiment important d'arriver à avoir, soit quand l'athlète, si jamais l'athlète s'entraîne seul, enfin, essayer de prendre du recul là-dessus, mais c'est très difficile, et c'est pour ça qu'aussi le rôle de coach a vraiment une importance. Et quand je parle de coach, c'est vraiment ce côté 50% entraîneur, 50% manager, un petit peu, de se dire, voilà, il faut qu'il y ait une grosse discussion là-dessus, et il faut que les coachs n'hésitent pas à dire non aux athlètes, et de pouvoir justement leur expliquer comment construire une saison et surtout comment construire une carrière, parce que souvent on voit devant, on voit les 6 prochains mois, mais il faut absolument que je cours là, parce que si je cours pas là, je vais pas me qualifier, et puis là ma cote va baisser, et puis je serai pas invité, et je serai pas mis en avant, et mes contrats ici et là, et en fait on tombe dans un cercle vicieux où derrière c'est sûr qu'il y aura plus de contrat, parce que tu vas faire 1 an, 2 ans, et puis tout va s'écrouler. Et c'est un peu ce que je parle souvent avec surtout avec des jeunes coureurs, où on a des jeunes coureurs qui arrivent là, qui ont deux résultats, ça marche, ils veulent faire plein de trucs, allez, je peux aller récupérer un contrat, je peux devenir professionnel ci et là. Et souvent, c'est ce que l'on appelle derrière des étoiles filantes, en fait. Donc du coup, voilà, des super talents en fait qui arrivent, qui ont la possibilité de faire des choses extraordinaires, mais qui se crament en fait, qui se brûlent les ailes. Et puis voilà, on les voit filer au bout de 2 ans, et on n'en entend plus parler. Et c'est vraiment dommage,
Donc c'est vraiment important justement d'arriver à structurer des saisons, à structurer des carrières, de voir un petit peu. Là, j'ai pris un jeune en entraînement qui a un potentiel énorme, je pense, et on a fait une petite réunion ce week-end. Et la première question que j'y ai posée, je l'ai regardé dans les yeux, j'ai dit, écoute, tu veux aller où? Pourquoi tu cours? Voilà. Qu'est-ce que c'est? Et comment tu te vois l'année prochaine? Comment tu te vois dans 5 ans? Où tu veux aller? À partir de là, une fois qu'on a ces réponses-là, on peut commencer à envisager une construction. Mais on peut pas dire bon, le week-end prochain tu veux courir où? Le week-end d'après t'as prévu quoi? Non, ça marche pas comme ça en fait. Ça marche pas comme ça et on crame les jeunes, on crame les athlètes et c'est vraiment pas bon. Donc il faut, je pense, avoir vraiment cette vision-là, à savoir vraiment justement poser les bases, savoir où ils veulent aller, et puis des fois de savoir aussi remettre un petit peu dans le droit chemin parce que c'est facile de voilà, si le premier objectif se passe bien, de se faire appeler, de se faire inviter. Ah oui, mais du coup, on m'a invité là. Mais il n'y a pas de problème, on t'invitera à d'autres aussi. Il n'y a pas de souci. C'est, voilà. Et d'arriver à justement recentrer un petit peu les choses, ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Donc, je pense qu'il y a un vrai rôle, en fait, le vrai rôle du coach, déjà, la base, il est de savoir justement construire, de savoir mettre un petit peu, voilà, des bases pour amener et faire glisser justement sur des rails, en fait, l'athlète. Et je pense que de toute façon, si on veut aller haut, il faut savoir construire des grosses bases. Construisez une pyramide à l'envers, vous verrez que ça va pas tenir. Donc il faut vraiment essayer de mettre des bonnes bases pour pouvoir monter step by step et faire monter les athlètes petit à petit. Mais je pense que c'est vraiment important. Donc je pense que ces structurations de saison sont très importantes, même s'il y a des choses qui sont magnifiques, qui permettent de faire de très belles courses, d'avoir des courses tout le temps. Maintenant, on a des courses partout avec de la pub, justement, où on se retrouve avec des magnifiques courses dans l'hémisphère sud pour pouvoir justement aller chercher le soleil pendant l'hiver, pendant ça fait des beaux voyages et tout. Tout le monde peut être attiré par ça. Mais est-ce qu'à un moment donné, il y a vraiment une logique dans une saison ou dans une logique de carrière? C'est vraiment la question qu'il faut se poser si on veut pas durer 1 ou 2 ans. Alors tu l'as dit, au niveau individuel, c'est compliqué. On y reviendra tout à l'heure sur cet écart qui est en train de se creuser entre, des vrais coureurs professionnels et ces jeunes qui en rêvent. Mais avant tout, tout ce que tu viens de dire, est-ce que finalement, ces circuits qui imposent des qualifications, pour aller sur d'autres courses ensuite, la FFA aussi en impose puisqu'il faut faire une course pour aller participer au championnat de France. D'autres circuits qui proposent, des belles enveloppes financières en invitation. On peut prendre un petit chèque en prime de départ. Est-ce que finalement on n'est pas en train de se perdre, et de perdre l'essence même du sport puisque chacun essaye de tirer, la couverture de son côté? Et puis je vais aller plus loin. Est-ce que, tu as parlé du cyclisme et on le connaît bien, tous les 2 cet univers. Tu connais aussi l'univers du rugby, on y reviendra tout à l'heure. Mais est-ce que finalement dans le monde du trail aujourd'hui, il manque pas une gouvernance très forte pour organiser ce sport? Ah mais là, je te rejoins totalement. Je rêve de pouvoir avoir un jour, justement, une table ronde, en fait, avec justement, de se retrouver avec les acteurs, de l'UTMB, les acteurs, du Golden, les acteurs du Skyrunning, les acteurs, du coup, fédéraux, l'ITRA, le World Athletics, les grosses fédérations, nationales. C'est vrai que je pense que ça serait très, très, très important et et on est un sport neuf, on est un sport assez nouveau, donc il y a cette, tout le monde essaie de tirer un petit peu la couette de son côté, mais je pense que à un moment donné, il va falloir essayer justement de structurer un petit peu les choses. C'est vrai comme on le voit dans le vélo quand tu en parles, on a justement la période des classiques, la période des grands tours, la période du championnat du monde, et tout ça est respecté en fait, même si ce sont des organisations privées. Parce que le Tour de France, c'est ASO qui est derrière, c'est pas la Fédé. Mais en fait, il y a une entente de tout ça. Et justement, je pense qu'ils ont été assez intelligents pour pouvoir justement avoir une vraie entente, pour que tout s'organise de manière sensée au niveau sportif, au niveau respect des athlètes, au niveau respect médiatique également. Et on sait que voilà, c'est ces aspects-là qui font vivre le sport, qui font vivre les athlètes, qui font vivre les organisateurs. Et je pense que justement, à vouloir tout le temps un petit peu se chercher des noises, à faire bouger plein de choses et à regarder en fait un petit peu que son nombril, je trouve qu'en fait c'est mauvais pour le sport, alors que on aurait tous à gagner en fait à se retrouver vraiment autour d'une table et à se dire voilà les intérêts de chacun, voilà comment constituer
constituer un petit peu comme on pourrait constituer ce sport. Bien sûr, ça va pas s'entendre dès le premier coup, ça forcément, il va y avoir des petits couacs, mais je pense que c'est justement voilà, ces choses-là qui permettraient justement de développer un peu plus et de structurer et qu'il y ait plus de visibilité, parce que au niveau des organisations, bon, voilà, c'est compliqué des fois de savoir qui est où et puis il y en a partout. Donc où vont les médias, sur quelle organisation? Au niveau sportif, on a des champions du monde de partout, de tous les quartiers. Donc, à un moment donné, faudrait structurer un petit peu ces choses-là aussi, d'avoir une vraie structuration. On parle si on fait justement encore ce petit parallèle avec le vélo, tu as tes professionnels, tes continentaux, les premières KT, deuxième KT, troisième KT, quatrième KT, tu sais, enfin, voilà, et c'est très structuré et personne râle en fait. Personne ne râle. Donc voilà, enfin tout le monde a su se mettre se mettre autour d'une table et puis quand il y a quelque chose à discuter, tout le monde en discute. Je pense que ce qui pourrait être intéressant également, c'est que là on a toute cette partie justement des organisateurs, donc de tout ce qui est aussi un petit peu business autour, et il pourrait y avoir aussi ce côté sportif. Tu parles, moi, des milieux que je connais, du coup, ce côté rugby, ce côté vélo, tout ça. Il y a aussi des ligues, des sortes de syndicats, en fait, des athlètes. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont leur mot à dire. Quand on voit en rugby, la LNR avec la FFR sont tout le temps en discussion, en négociation, pour qu'il y ait plus de respect, en fait, des uns et des autres. Et c'est tout, c'est à eux deux, en fait, de mettre un peu d'eau dans leur vin pour justement arriver à trouver le meilleur compromis. Et je pense que ça, c'est important. Et nous, pour l'instant, on n'a pas encore pris ce recul. On n'a pas encore, justement, voilà, pour moi, on est encore, mais ça, je pense que voilà, on en parlera après, mais moi, c'est pour ça que j'aime bien aller aussi voir un petit peu ce qui se passe à côté, dans d'autres sports. C'est que je pense que pour l'instant, on se regarde encore un petit peu trop. Et on est un peu trop dans un tunnel où, voilà, chacun a son truc, à vouloir développer sa structure, son sport, entre guillemets. Mais est-ce qu'on pourrait pas aussi, vu qu'on a un sport nouveau, s'inspirer de ce qui se fait de bien à côté pour pouvoir nous grandir un peu plus vite et mieux? Voilà, des fois, il faut arrêter de regarder son nombril, je pense. Alors c'est un point très important dont tout le monde parle un petit peu quand on se voit, comme tu l'as signalé ce week-end sur le marathon du Mont Blanc. Tous les gens qui sont impliqués dans ce sport en discutent, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a du mal à franchir ce cap d'aller vers une instance qui pourrait, gouverner. On l'espère tous, donc c'est déjà un bon point. C'est que tout le monde aujourd'hui, a envie d'aller vers cette voie-là, donc on va croiser les doigts. Je voudrais juste, finir sur ce volet, Adrien, avec, la partie aussi, dopage qui a fait beaucoup parler ces derniers temps. Moi, j'ai fait un podcast, le 28e, le Trail Business Club 28 avec Pierre Salé, qui annonçait, des chiffres assez lourds de 90 de gens qui seraient pas clean entre légal doping et illégal doping. Alors plutôt une part à 10 en illégal et 80 en légal doping. C'est-à-dire légal doping, c'est des médicaments qui sont en vente libre et qui peuvent soit masquer des douleurs, soit améliorer des performances. Maxime Brigand, dans le journal L'Équipe, a fait un gros dossier, ce week-end en titrant: «Si je ne prends pas, je ne serai pas finisher». Donc si je n'en prends pas, il s'agit bien sûr de ces produits, on va dire légaux, notamment ceux qui sont visés, c'est les anti-inflammatoires AINS. Est-ce que tu es confronté à ça, toi, en tant qu'entraîneur? Et quel discours tu as aussi en tant que coach de l'équipe de France, en représentant une fédération, donc aussi un ministère, et d'avoir aussi une aura là-dessus puisque c'est un point non négligeable dans le côté sport santé? Ouais, c'est un gros problème, un gros sujet, malheureusement. J'ai beaucoup aimé le podcast justement que tu as fait avec Pierre Salé, que j'ai écouté sur un de mes footings il y a 15 jours. Et c'est vrai que c'est un gros souci. Je pense que, alors moi j'ai été confronté une fois, vraiment, sur pas du legal doping, sur du vrai dopage, et c'était pas de l'aspirine, mais alors là j'ai été, enfin, très choqué déjà là-dessus, avec voilà, un de mes anciens athlètes, ça m'a, voilà. Donc du coup là j'ai coupé très court, très très vite. Ça a été radical. Moi je suis très radical là-dessus. À un moment donné, on fait du sport et comme je le dis, j'aime la compétition, j'aime le haut niveau, mais je fais du sport pour repousser mes limites et pas pour repousser mes limites par la chimie.
Donc c'est voilà, et tout le temps dans un fair play maximal. C'est vraiment quelque chose où enfin, je veux en tant que coach, et je veux aussi que mes athlètes puissent tous se regarder dans une glace et savoir pourquoi ils ont fait cette place et qu'ils la méritent pour de vrai. Et ça, c'est quelque chose que voilà, que je regrette complètement que ça se passe voilà, que ça se passe comme ça. On sait que de toute façon, bon, malheureusement, ça fait partie d'une certaine nature humaine, une certaine dérive en fait que pourraient avoir certains, voilà, pour pouvoir soit avoir un très bon résultat, soit pour être finisher, comme tu le dis. Et c'est vrai que bah, clairement, hein, je vais parler un peu franchement, mais quand je vois tous ceux qui sont sous anti-inflammatoire ou antidouleur sur des courses comme l'UTMB pour pouvoir se faire lustrer le lundi quand ils rentrent au travail auprès des collègues avec la Polar Finisher, moi ça me rend dingue en fait. Je comprends pas. Je comprends pas. Mais voilà, à un moment donné, t'es capable ou t'es pas capable. Tu t'es entraîné pour ou tu t'es pas entraîné pour. Enfin voilà, et tu assumes en fait, c'est tout. Mais je comprends pas comment on peut prendre ça. Moi, je suis voilà très radical là-dessus. Je tolère rien. Je suis vraiment intolérant. Je peux être tolérant pour beaucoup de choses, pour beaucoup de choses, voilà, dans la vie. Et c'est vrai que j'essaie toujours de me mettre toujours à la place en fait des autres pour comprendre en fait la personne, pour comprendre ses agissements, ses voilà tout, enfin tous ses choix. Mais là-dessus, je peux pas. Là-dessus, je peux pas. Et je pense que voilà, on est juste en fait sur un certain dopage, parce que pour moi, que ça soit un légal ou un pas légal, c'est une conduite dopante de toute façon. Donc c'est voilà, pour moi, c'est on se doit d'être non, d'être honnête en fait là-dessus, et de pas partir dans ces dérives. Donc je suis vraiment radical, et je tolère pas en fait avec mes athlètes voilà toutes ces choses-là. Maintenant j'étais assez alors c'est des choses que je savais de certaines pratiques, mais j'ai été assez effaré en fait de par la normalité de prendre justement des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Quand j'ai vu par exemple la story de Henriette Albon qui publiait en fait ses prises de 500 mg de Doliprane, comme elle pouvait planifier ses gels en fait sur la course, je me suis dit mais c'est pas possible. Et en plus elle écrit légal doping sur sa, donc elle sait que c'est une conduite dopante. Donc du coup on n'est pas sur un dopage reconnu par l'AMA ou par la FLD, mais on est sur une conduite dopante. Donc, elle est au courant quand elle marque ça. Donc, mais on est dans la normalité. Je me rappelle d'une course aux États-Unis, ça fait un petit moment où moi je courais pas, c'était ma femme Alice qui courait, et dans le matériel conseillé, il y avait en fait antidouleur, anti-inflammatoire dans le matériel conseillé. Et du coup, Alice me regarde et me dit, moi je veux pas prendre le départ. Moi. Et j'ai dit mais pourquoi? Elle me dit regarde ce matériel. Elle me dit mais ils sont fous. Ils sont fous. Je veux pas courir avec des tricheurs, j'ai pas envie. C'est voilà, c'est quelque chose où voilà, moi je comprends pas, bon elle non plus, et on voilà, à un moment donné, je pense que tu fais ta course pour justement chercher tes limites et d'aller chercher ça. Alors, j'ai entendu plein de fois me dire non mais attends, si tu prends un Doliprane, c'est pas du dopage, ça améliore pas la performance. Faux. Ça améliore la performance. Parce que quelle est la performance? La performance, c'est le chrono que tu as à la fin de ta course. Plus ton chrono est bas, plus tu es performant. Donc, c'est de la performance. Si dans ta course, parce qu'on est sur un sport de longue durée, si dans ta course, tu as peu de dégradation de ton pace, de ton allure, parce que tu as des antidouleurs et que du coup, tu ne ressens pas la douleur. Si tu as peu de dégradation, ça veut dire que tu vas plus vite. Tu as un chrono qui est plus bas, donc tu es plus performant. Donc, ça aide à la performance. Ok, c'est pas ce Doliprane qui va te faire aller plus vite à l'instant T, mais c'est le Doliprane qui va te faire aller plus vite, ou en tout cas qui va ne pas te faire régresser dans ta course. Donc on est sur un produit dopant, tout simplement. Alors j'imagine que c'est aussi un sujet, brûlant au sein de l'équipe de France. Alors beaucoup de coureurs sont contrôlés régulièrement puisqu'ils sont dans des programmes de suivi au niveau de la FLD, soit dans des contrôles,
vraiment, suivis, à l'année, soit dans des groupes cibles, comme on les appelle. Aujourd'hui, on voit aussi beaucoup de coureurs de milieu de peloton, dire, «Oui, mais bon, je me suis entraîné beaucoup pour cet objectif-là». On en parlait tout à l'heure, on arrive, aux limites des fractures physiques et psychologiques. Je me suis entraîné beaucoup. Finalement, j'avais une petite douleur au genou et tout ça. Tu le disais, c'est aussi la gloire et l'orgueil de vouloir ramener sa Polar Finisher à la machine au café. Mais quelque part, on entend dire: «Oui, mais bon, je pouvais pas ne pas faire la course au regard de toute cette préparation que j'ai faite, donc bah, je prends un ou 2 Doliprane, plus un ou 2 anti-inflammatoires, dans mon sac à dos au cas où». Et puis finalement, le «au cas où» se transforme rapidement en, bah, je les ai pris. Ouais, non, pour moi, c'est à un moment donné, si tu es malade, tu te soignes. Mais tu ne cours pas, tu ne fais pas une compétition. Parce que si tu fais une compétition, tu le fais pour toi et tu le fais aussi contre les autres. Donc ça veut dire que tu relègues les autres derrière. Il est où le fair play? Parce que toi, tu as eu une conduite dopante. Donc pour moi, en fait, il y a pas de tolérance à avoir là-dessus. Je pense que voilà, le fair play, c'est le respect des autres. C'est se respecter soi-même. Et là, en fait, tu respectes personne, ni toi-même, ni les autres, parce que tu triches. Parce que tu prends quelque chose où, voilà, pourquoi, alors ce jour-là, peut-être, t'es pas bien, t'es malade, ok, mais si t'es malade, ben, peut-être c'est un coup de malchance. Peut-être c'est que du coup, t'arrives trop fatigué, donc t'as mal géré ton entraînement. Si tu arrives blessé sur la compétition, tu as mal géré ton entraînement, t'as passé la ligne. Donc, si tu as justement passé cette ligne-là et que tu as mal géré ton entraînement, ben ok, tu t'es entraîné beaucoup, mais t'as loupé ton entraînement. Voilà, on le sait toujours. Plus on veut aller haut, plus on va frôler avec la limite. Et c'est le but du jeu. Et moi, c'est ce qui peut me prendre la tête tous les jours, qui fait que je vais me réadapter en fait les plans d'entraînement de certains athlètes tout le temps. Parce qu'on est à la limite. Des fois, c'est juste à une petite demi-heure, un petit truc, parce que je me pose des questions plein de fois. Mais à un moment donné, c'est justement, on joue avec cette limite-là. Là, je vais prendre, je veux pas, je veux donner aucun nom d'athlète justement que j'entraîne là-dessus, mais je vais juste citer celui de ma femme parce qu'elle elle m'engueulera pas là-dessus. Mais du coup, quand le week-end dernier, on va courir ensemble et du coup, je dis, bah, écoute, essaie d'accélérer un petit peu encore sur ces descentes-là pour qu'on continue à travailler un petit peu l'excentrique, c'est les dernières. Elle me dit, mais j'ai un peu mal, du coup, on a fait pas mal hier, et là, je sens que je suis un peu à la limite, ça tape un peu sur le plateau tibial. Je dis, mais stop, c'est pas grave, on va redescendre cool tous les deux. Mais on adapte même en pleine sortie. Parce que je sais qu'en fait, elle est à la limite. On a essayé de pousser à l'entraînement pour être pile à la limite, mais pour pouvoir engranger le maximum, mais surtout pas tomber de l'autre côté. J'y ai pas dit, t'inquiète, c'est pas grave, vas-y, tartine, et puis on prendra un Doliprane après. Jamais de la vie. Jamais de la vie. De suite, on va réadapter en disant non, non, hop, on en fait un petit peu moins et tout. Parce que la plus grosse conduite dopante que tu pourras avoir sur le championnat de France, ça sera de prendre un gel. Donc on est vraiment sur, voilà, on veut surtout pas tomber là-dedans. Le but du jeu, c'est s'entraîner de la meilleure façon possible pour pouvoir être au top le jour J et surtout ne pas ne pas tomber dans la blessure. C'est enfin, si le jour J elle est blessée parce que clairement je me suis planté dans la programmation, ben, le jour J elle va pas courir. Elle va m'en vouloir, mais elle va pas courir. Et elle m'en voudra pas parce que je la laisse pas courir. C'est qu'en fait qu'elle sera déçue de ne pas courir, mais pas que je l'empêche de courir sous Doliprane, surtout pas. Alors, petite anecdote que je me permets, parce que je sais que tu es pas susceptible là-dessus, j'ai vu, cette story où vous êtes allés vous entraîner dans les Aravis, et c'est vrai que je pense que ce petit fait, cette petite douleur t'a bien arrangé parce que je t'ai vu arriver en haut cramé, et tu as peut-être pu redescendre avec elle de façon un peu plus cool, hein? Bah, du coup, elle est restée un peu derrière moi après pour faire du social avec moi de la descente jusqu'à arriver au refuge de Gramusset. Et là, je t'avouerai que voilà, j'ai dit, écoute, ça te dit pas de prendre un petit Orangina? Et là, j'étais bien content qu'elle me dise oui pour qu'on puisse s'arrêter 3 minutes, prendre boire un coup au refuge, ouais.
Refuge de Gramusset côté Grand Bornand pour ceux qui connaissent. Je veux qu'on poursuive, cet échange avec ton rôle de sélectionneur, de coach que tu occupes, depuis maintenant 4 ans à temps plein. Juste la première question, toute simple, comment on devient sélectionneur de l'équipe de France? Je sais pas si je sais te répondre en fait. Mais non, non, je sais pas, je sais pas. C'est vrai que bon, du coup, j'ai envie de te dire, je faisais mon taf en fait, je faisais mon job et voilà, et j'entraîne des athlètes depuis quand même pas mal de temps. J'ai eu, voilà, peut-être un peu de chance d'avoir des résultats qui arrivaient de plus en plus avec certains athlètes. Peut-être la chance aussi d'avoir eu plusieurs athlètes qui ont été champions de France aussi, voilà, à la suite, à ce moment-là. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est peut-être ma vision de l'entraînement qui a séduit à ce moment-là? Voilà, c'était Olivier Guy qui était DTN adjoint à ce moment-là. Donc voilà, peut-être cette vision-là. Mais c'est vrai que j'ai pas une réponse à donner. Si je peux juste te dire comment ça s'est passé, mais je t'avouerai que j'étais un peu surpris parce que à ce moment-là, j'étais au Café du Commerce, rue Paoli, à Corté. Tu vois, à 9 heures du matin, en train de boire un café avec Guillaume Peretti et Anne-Lise, et ma femme. Et on buvait un petit café tous les trois, 9 heures, tranquille. Et puis on discute et j'ai le téléphone qui sonne. Et puis du coup, il y avait marqué Olivier Guy dessus. Et du coup, bon, j'allais aller payer les cafés. J'ai dit, ben, je le rappelle de suite après. Et là, Guillaume qui me regarde, qui me dit, ah, ça doit être pour remplacer Philippe Propage. Et en rigolant, et je dis, ouais, sûrement, ouais. Et en fait, je pars et du coup, je rappelle Olivier et du coup, c'est ce qu'il m'annonce. Voilà, c'est ce qu'il m'annonce. Alors malheureusement, j'aurais préféré remplacer Philippe à un autre moment. Ça a été dû aussi, ça a été précipité parce que Philippe a eu un souci de santé. Donc ça a été voilà une évolution un petit peu précipitée à ce moment-là. Mais du coup, voilà, il m'a annoncé ça. Alors je t'avouerai que j'ai juste dit à Olivier, écoute, laisse-moi juste une journée parce que ben, forcément enfin, je faisais plein de choses aussi à ce moment-là, et j'ai dit, écoute, il faut que je sache aussi comment faire, voilà, comment m'arranger un petit peu le reste, parce que forcément, ben, bien sûr, enfin, moi, je suis énormément touché par ça. J'ai jamais porté le maillot de l'équipe de France, voilà, et je pense que c'est un honneur. Je suis très compétiteur, et c'est un honneur de pouvoir, et j'ai pas peur du mot, de pouvoir le porter aussi en tant que coach. Je pense que c'est voilà, c'est super important, et je me dis, bah, à ce moment-là, à ce jour, il y en a qu'un qui le porte. Donc voilà, c'est un honneur de pouvoir le porter, et surtout qu'ils aient pensé à moi. Ça a été donc c'est pour ça, il a fallu une journée pour savoir ce que j'allais faire, redescendre aussi, de pouvoir assimiler un petit peu cette phrase d'Olivier, et puis justement après, ben, ça tout s'est fait très vite, parce qu'en fait 15 jours après, il y avait le premier stage, et donc du coup tout s'est enchaîné très très vite, et voilà, je remercie encore Philippe, du coup, de Philippe Propage, de d'avoir si bien passé le témoin, où justement en stage il était avec moi, et, euh, et il était avec moi le premier jour, un peu moins avec moi le deuxième jour, un peu moins encore le troisième jour, et il a complètement passé la main de manière très très intelligente, et ça c'est clair que je le remercie pour ça, ouais. Alors pour être très pragmatique et comprendre, l'organisation aujourd'hui que vous avez au sein de la fédération et de cette équipe de France, vous êtes 2 sélectionneurs, toi pour la partie trail et Antonio Gallego pour la partie, course en montagne. Sous la direction maintenant, tu citais tout à l'heure Olivier Guy, mais Olivier Guy a pris sa retraite et on sait que tout se passe bien, pour lui du côté notamment de Agen et Mimizan, et maintenant c'est Julien Rancon, une référence en la matière, qui a pris la direction. Concrètement, pour revenir à un truc très bête, très basique, on gagne combien quand on est, entraîneur de l'équipe de France? Alors, je te dirai pas de chiffres, mais là je suis à la confidentialité là-dessus, mais je te dirais juste que je suis un bénévole de la fédération. Non, non,
Je gagne absolument pas ma vie avec ce que je peux avoir, qui pour moi est un défraiement de la fédération, mais n'est pas du tout une rémunération de la fédération. Donc non, non, c'est un poste où on ne va pas pour l'argent, sinon on se plante d'endroit, mais où on va justement parce qu'on croit au projet, parce qu'on a envie de ce projet-là, parce qu'on a envie d'avoir cet honneur de porter le maillot France, de pouvoir agir pour l'équipe de France. Et ça, c'est un grand honneur. Mais non, non, heureusement, j'y vais pas pour l'argent. Et puis après, voilà, je me dis, c'est quelque chose qui est aussi, si on parle que financièrement, parce que c'est là où était la question, parce qu'après, voilà, au niveau humain, au niveau valeur, c'est pour moi quelque chose d'extraordinaire. Mais si on parlait vraiment que argent, pour moi, c'est plus quelque chose qui va être un investissement. C'est-à-dire que voilà, je suis là, je ne gagne pas d'argent en étant sélectionneur, mais enfin coach, mais par contre, je vais investir pour la suite parce que forcément, ça ouvre des portes, ça ouvre plein de portes. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir pas mal de propositions et de très très belles propositions. Je fais le choix pour l'instant de rester bien ancré avec l'équipe de France parce que j'ai pas fait le tour. Je pense avoir des choses encore à vivre. J'ai envie de vivre encore des choses avec l'équipe de France. Ça fait pas très longtemps que j'y suis. Je suis pas encore très vieux et j'ai encore envie de vivre beaucoup de choses. Maintenant, voilà, ça ouvre beaucoup de portes. Ça me permet aussi de développer un petit peu cette phase que je pense que j'aurais pas pensé au début, mais qui me plaît de plus en plus et où j'ai de plus en plus de demandes. C'est sur la partie aussi conférence, sur toute cette partie aussi de management. Et donc, ce poste au sein de la fédération, je pense pas que j'aurais ces demandes-là. Donc voilà, il faut prendre ça aussi. Il faut pas voir justement que à demain, mais il faut voir un petit peu plus loin. Et ce que ça peut apporter et l'investissement que ça peut être aussi. Alors on l'a compris, c'est un poste, bénévole en tant que sélectionneur qui est juste, défrayé. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des primes de résultats comme peut y avoir dans d'autres sports? On pense au foot, au vélo, au rugby où, le sélectionneur forcément, et les joueurs, touchent, des primes. Est-ce que vous êtes, dans ce modèle-là aussi? Non, il n'y a pas de prime au niveau fédération. Les seules primes qu'il peut y avoir sont les primes de course qui sont délivrées à la fin du championnat international par le World Athletics ou l'organisateur, mais il y a en fait une prime de course directement donnée à la fin en fait de la course à l'athlète. Par contre, le staff, et je me mets dans le staff, ne touche absolument rien en fait en fonction des résultats. Alors on l'a compris, peu d'argent, voire pas d'argent dans le monde du trail, version fédérale, que ce soit en équipe de France ou même, on va le dire, sur les championnats, hein, qui ont lieu, dans quelques jours. Les championnats de France, je pense pas qu'il y ait de primes directement versées par la FFA. Après, il y a des primes de team en interne. Justement, est-ce que c'est pas une problématique aujourd'hui de mobiliser des coureurs, de grands noms de la discipline, des coureurs capables d'être, d'être médaillés sur des grands championnats. On pense notamment à ceux qui ont décliné, des sélections, à par exemple, Blandine Lirondelle. Je pense que Théo Détienne, qui a fait une grosse performance ce week-end, ne sera pas puisqu'il a fait, il a fait de l'UTMB son objectif et que pour aller au championnat du monde, il ne faut pas participer à l'UTMB. Est-ce que justement, face à ces courses qui offrent des primes de 10 000, c'était le cas ce week-end au marathon du Mont Blanc, 15 000 sur les Golden ou sur le skyrunning, 20 000 sur l'UTMB, comment on fait pour motiver ces coureurs, ces champions de demain à venir en équipe de France? Bah, c'est toujours une problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on a un sport où on ne peut pas courir tout le week-end. Quand on a un gros objectif, on est obligé justement d'être assez focus sur cet objectif-là, de préparer. Donc c'est de longues périodes d'entraînement, de préparation. Donc c'est de longs mois, hein, souvent de préparation. Donc forcément, quand on vient faire un championnat du monde, on ne peut pas avoir 50 objectifs de l'année. Et donc ce qui veut dire que il y a deux choses à prendre en compte, c'est-à-dire l'athlète qui, lui, va peut-être s'asseoir forcément sur des primes, comme là, par exemple, hein, sur ce week-end où il y avait 10 000 euros.
Ça veut dire que par exemple, il y a de belles primes sur une course qui est les Templiers, qui va arriver 3 semaines après les championnats du monde. Donc probablement, ceux qui seront aux championnats du monde ne seront pas aux Templiers. Donc ça veut dire que peut-être ils vont s'asseoir sur une belle prime aussi aux Templiers. Donc voilà, eux sont touchés indirectement. Et il y a aussi la partie du coup à convaincre, c'est-à-dire les teams. Donc les teams sont à convaincre aussi. Pour certains sont contents, sont fiers d'avoir des athlètes en équipe de France. D'autres, forcément, quand ils sont en équipe de France, ils courent pas avec le maillot du team, de la marque, en fait, pour lequel ils courent. Donc des fois, c'est un peu plus compliqué. Et le retour que j'ai souvent, donc c'est pour ça qu'on est souvent dans des discussions, c'est mais qui les paye, les athlètes? Ce sont les teams, ce sont pas la fédération. C'est ce qu'ils me répondent à chaque fois. Et du coup, je peux que l'admettre, en fait. C'est nous, on ne paye pas les athlètes et ils n'ont pas de prime, en fait, avec la fédération. Donc forcément, c'est un discours que j'entends. Et il faut pas être braqué là-dessus. C'est un discours que j'entends. Euh, c'est c'est pour cette raison que je pense qu'on peut ne pas avoir de mal à faire venir des grands athlètes en équipe de France, mais on aura peut-être des fois plus de mal à les garder en équipe de France sur plusieurs années. Parce que les faire venir, ça peut être quand un athlète qui a déjà un gros palmarès, qui a déjà un très très beau CV, je trouve que ça peut être dommage. Alors après, ça c'est ma vision, hein, je dis pas pour tout le monde, mais ça peut être dommage de se dire, il me manque quand même une case que j'ai pas cochée, c'est le maillot de l'équipe de France. Alors pour certains, ça a peut-être pas de valeur, mais il y en a pour certains, ça a de la valeur. Et pour en avoir discuté avec quand même pas mal d'athlètes, c'est ce fait-là de dire, ben, moi j'aimerais bien quand même cocher cette case, le porter une fois, cette fierté de porter les couleurs françaises. Et ça, c'est sûr que quand on est dans un team, on peut pas le faire. Donc du coup, voilà, c'est un peu partagé entre les deux. Donc on arrive facilement à les faire, enfin facilement à les faire venir, ouais, sur une sélec. Après, pour les garder, ça va dépendre énormément de chacun, énormément de la valeur qu'ils apportent au maillot et peut-être des contraintes ou des impératifs que peuvent leur imposer certains teams en fait. Donc c'est toujours voilà une certaine discussion, toujours une certaine négociation des fois avec voilà avec les teams et tout ça. Bon, on arrive toujours à trouver à peu près une entente, mais c'est un sujet qui est pas voilà qui est pas simple là-dessus. On en vient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire ce problème quelque part de gouvernance où cette année typiquement, les championnats du monde 2025 ont lieu du 23 au 26 septembre, donc 3 semaines après l'UTMB et 3 semaines avant les Templiers, donc 2 grands, monuments de la discipline. En 2023, les championnats du monde étaient déjà passés, puis c'était, mi-juin. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est pas aussi ça le problème de pouvoir parler avec tout le monde et de se dire: «Bah, voilà, on peut aussi montrer le maillot en équipe de France sur un championnat du monde qui serait avant les grands rendez-vous», typiquement, ce qui se passe ou alors complètement après les grands rendez-vous, comme on le disait par rapport au cyclisme où la saison est parfaitement organisée. En vélo, tous les championnats nationaux avaient lieu ce week-end ou à un week-end d'écart et comme ça les coureurs peuvent aussi quelque part honorer leur maillot ou leur titre, le reste de la saison. On en revient à ça, en fait, toujours. C'est-à-dire qu'il y a vraiment ce problème aujourd'hui de structurer le sport. Ah mais clairement, c'est là je te rejoins totalement. C'est sûr qu'on aurait une date à se dire, c'est soit en fin de saison, soit c'est comme ça va retomber l'année prochaine sur les Europes, sur le premier week-end de juin, comme ça avait été l'an dernier, comme ça avait été sur Innsbruck, comme c'est. Je trouve ça génial. Je trouve ça super parce qu'au moins on a un week-end où on sait que c'est tous les ans pareil. Je sais honnêtement, moi, ouais, je vais te parler franchement, ça m'a foutu les glandes que on se retrouve avec un franc au mois de septembre. Je dis mais putain, mais qui a pondu ça? C'était débile. Clairement, la décision était débile. J'ai pas peur de le dire, c'est voilà, je trouve ça complètement idiot parce que un, le championnat du monde va se priver de certains athlètes et deux, ben, les teams on peut se mettre certains team managers à dos parce qu'on leur pique entre guillemets les athlètes sur le gros rendez-vous qui est un peu l'UTMB. Je compare souvent un peu l'UTMB comme
aujourd'hui, dans le milieu du trail, un peu comme le Tour de France, c'est un peu le passage un peu obligé, un peu que les athlètes veulent, que les teams veulent sur les différentes courses. Hein, il n'y a pas que le 100 miles, hein, il y a la CCC, il y a l'OCC. Mais c'est vrai que on sait que c'est très important pour toutes les marques, mais en fait, il n'y a pas eu de concertation entre justement ces intenses, le World Athletics, avec cette course à Canfranc, et justement un petit peu, il y aurait eu une certaine ligue justement là-dessus, à dire mais en fait on a un week-end qui est un peu bloqué dans l'année, qui est un peu l'UTMB, et je trouve ça dommage, très dommage. Donc là on a essayé moi ce que j'ai regardé, c'était se dire ok, on fait un stage déjà de préparation au mois d'août, sur la première quinzaine d'août, fin mi-août, pour justement aller reconnaître sur place. Auparavant, on fait une course de sélection qui est quand même le championnat de France, qui est début juillet, parce que quand on le met début juillet, ça veut dire qu'on peut accueillir du monde, et que ceux qui passent, qui vont être en équipe, ils ont le temps de récupérer, de se préparer et d'arriver en forme sur les championnats du monde, et les autres ont aussi le temps de repréparer une course de l'UTMB. Donc au moins, je pense que c'est relativement intelligent de pouvoir le mettre à cette période-là. Maintenant, voilà, on fait un stage de préparation au mois d'août qui ne touche pas par rapport à l'UTMB, et on repart en stage de préparation le 1er septembre, le lundi, juste après l'UTMB. Mais l'objectif était de laisser les athlètes de l'équipe de France à disposition pour les marques, pour qu'elles puissent les avoir pour des activations de communication sur l'UTMB. Et ça, je pense que c'est la moindre des choses que l'on doit faire. Et on ne doit pas avoir des œillères et se dire non, mais on s'en fout, nous c'est l'équipe de France, on avance pour le championnat du monde, on se fout du reste. Non. Non, non, non. Les athlètes, ils sont payés par leur marque. On se doit aussi de pouvoir les laisser tranquilles sur l'UTMB, parce que c'est important pour leur marque. Et si on veut pas se mettre les marques à dos et qui nous brident pas certains athlètes à l'avenir, on se doit aussi nous, de pouvoir aller dans leur sens et se dire, ça c'est une semaine qui est très importante pour eux, on se doit de leur laisser les athlètes pour cette période, et on repartira en stage la semaine d'après, c'est pas grave. Mais au moins, on essaie justement de mener les deux et d'essayer d'être dans la compréhension des deux côtés pour préparer au mieux ces mondiaux. Alors, tu en parlais, très justement, l'argent dans les teams. Aujourd'hui, c'est les teams qui financent, les coureurs, des teams de marque uniquement, on n'est pas encore dans un stade où on a des marques extérieures à l'univers du trail qui viennent, enrichir, on va dire, le peloton des teams, comme on peut avoir dans le vélo, où c'est vraiment, des marques, exogènes au milieu. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois vraiment des gros changements, d'année en année? Tu es impliqué puisque Annelise est quasi professionnelle, semi-professionnelle, et touche de l'argent de ses sponsors. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu vois vraiment une grosse évolution avec l'arrivée des agents, des agences de talent? On parle de certains contrats à 300 000-400 000 €. Ils sont une poignée à avoir ces contrats-là. Et puis d'un autre côté, tu le disais tout à l'heure en début de podcast, des jeunes qui rêvent, de ce statut-là, qui veulent se brûler les ailes. Tu parlais d'étoiles filantes qui finalement, disparaissent. Parce que eux, ils rêvent d'être professionnels, mais aujourd'hui, sont dans une forme de paupérisation avec des contrats à 3 000-4 000 € par an, qui les font pas vivre. Mais est-ce que vraiment l'argent pourrait modifier l'approche du sport? Ouais, alors c'est vrai qu'on a une phase actuellement qui évolue très très vite au niveau de l'argent dans les teams, auprès des athlètes. Alors, je trouve ça bien dans un sens, parce que, mine de rien, on demande beaucoup aux athlètes. On demande beaucoup au niveau de présence, de communication, sur le choix de certaines courses. Enfin, on leur demande quand même beaucoup de choses. Il y a quand même des marques qui vendent quand même pas mal de produits. Et je pense qu'à un moment donné, ils ont tout simplement le droit aussi de récupérer une part de ce marché-là. Je pense que c'est important. Justement, tu parles d'Annelise, et c'est un cas que je connais très très bien. Quand quand j'ai vu le nombre enfin, ce que ça représentait en termes de budget, de communication, toutes les retombées qu'il y a pu avoir quand elle a battu le record du GR20, heu, je me suis dit: «Heureusement qu'on a pu renégocier les contrats derrière, parce que sinon ça aurait été un peu du foutage de gueule.» Donc je pense que c'est important. Elle a fait vendre beaucoup derrière. Quand on va, enfin moi quand je vois
voilà, le nombre de filles qui sont chaussées en Scott quand je vais en Corse et que je vois la moitié du peloton de filles qui sont vêtues en Scott et qui demandent toutes des photos avec elles, je me dis, ben quand même, elle a fait vendre quelques produits. Et je parle d'Anise, mais c'est pareil avec toutes les autres ou tous les autres athlètes. Donc je pense qu'à un moment donné, c'est tout à fait normal ils ont fait leur part du job, ils sont rémunérés pour leur part de job. Je pense que c'est logique en fait. Euh, ce sont alors qu'il y ait des prix qui augmentent aussi, je pense qu'à un moment donné, on est sur un sport qui monte, on a un niveau qui augmente encore plus, on parle des meilleurs Français, voire des meilleurs de la planète, dans tout métier, enfin, c'est pour ça que là, des fois, quand j'entends, ouais, mais c'est pas dans l'esprit trail, l'esprit de quoi, en fait? Parce que, en fait, dans tout métier, quand tu es le meilleur Français ou quand tu es le meilleur mondial, t'es au SMIC? Non. À un moment donné, voilà, tu as un certain talent, tu as un talent, mais tu as aussi une volonté quotidienne, parce que le haut niveau, c'est de la volonté quotidienne, et comme je dis souvent aux jeunes, le haut niveau, c'est absolument pas rose. C'est très dur le haut niveau. C'est très dur le haut niveau tous les jours. Et, et c'est vrai que, voilà, ils ont une chance de faire ce qui leur plaît. En fait, c'est leur choix. Ils sont arrivés dans ce job-là. C'est un choix. Donc, c'est une énorme chance de faire ce qui nous plaît dans la vie. C'est pas donné à tout le monde, et ça, c'est une énorme chance. Maintenant, voilà, je pense que pour les grands athlètes qui se donnent énormément tous les jours, je trouve que c'est tout à fait normal que maintenant la part du gâteau des athlètes augmente et qu'ils puissent justement récupérer un petit peu plus voilà, par rapport à tout ce qu'ils font. Maintenant, comme tu le dis, tout le monde n'est pas capable aujourd'hui de gagner pour vivre. Certains gagnent un petit peu pour survivre, mais c'est deux choses différentes. Soit ils sont encore jeunes et ils arrivent encore à survivre parce qu'ils sont sous perfusion des parents et qui leur permettent de survivre, ou alors ils sont dans des situations très très précaires pour voilà, arriver à se dire je suis professionnel. Mais est-ce que c'est réellement du professionnalisme? Non. Est-ce qu'ils mettent un petit peu de côté aussi pour la suite? Parce que c'est ça aussi, être jeune et gagner 3 sous, c'est bien. Mais à un moment donné, bah, peut-être que ces jeunes-là, ils auront peut-être un copain ou une copine. Est-ce qu'ils auront peut-être aussi des enfants? Ils auront peut-être aussi besoin d'avoir un logement. Avec quoi? Comment? Ils n'ont pas une situation stable. Donc comment ton empreinte? Donc toutes ces choses-là font que, est-ce qu'on est vraiment encore dans le professionnalisme? Oui, mais pour très peu. Pour très très peu. Et c'est vrai que je pense que voilà, on est dans une phase là où, pour moi, je trouve que ça fait vraiment 2-3 ans que là, ça prend un tournant où tout augmente. Et comme tu le disais, on voit dans ces agences, dans des agents ou comment on dit ça, dans des managers d'image, voilà, qui sont là pour justement essayer de pouvoir euh, aider en fait les athlètes justement pour pouvoir avoir de meilleurs contrats. Je pense que là on est dans un vrai tournant. Il y a 5 ans on n'avait pas ça. Et c'est vrai que là maintenant pourquoi ils y viennent? Parce que justement il y a de l'argent. Et si les agents viennent, c'est aussi parce qu'eux aussi ils se disent qu'ils peuvent gagner leur vie. Donc du coup ça aide. Mais je pense que c'est pas néfaste parce que un athlète tout seul pour se vendre c'est dur. Se vendre soi-même c'est très difficile. Expliquer moi je vaux autant c'est très difficile. Donc je pense que c'est bien. Et des fois, j'ai entendu dire des athlètes qui disent ah oui, mais il me prend 15%. Et alors, si toi, quand tu vas négocier, tu es capable de négocier 15 000 pour toi, et qu'en fait ton agent il va te ramener 80 000, ta valeur absolue, elle est bien plus importante que ce que tu pouvais prendre tout seul. Donc, n'hésite pas à lui donner 15% si t'en fais gagner autant. Donc il faut bien regarder cette valeur absolue après qui revient sur ton compte et qui te permettra peut-être justement de vivre de ta passion. Donc je pense qu'on est vraiment sur un tournant aujourd'hui avec cette arrivée justement voilà des agents, cette arrivée des partenaires un petit peu plus gros, voilà une masse financière un petit peu plus importante. Et comme tu le dis, peut-être qu'on arrivera aussi sur des partenaires extérieurs. Ça peut être des banques, des assurances, on a eu des vendeurs d'aspirateurs, de parquets dans le vélo, et qui sont faits pourtant dans les plus grosses marques, les plus grosses équipes de vélo. Donc c'est vrai que il peut y avoir ça. Maintenant, pour qu'il y ait ça, il faut que ces marques-là soient vues
Et pour que ces marques-là soient vues, il va falloir un petit peu plus de médiatisation, un petit peu plus de télévisuel, en fait, derrière. Parce que forcément, c'est ce qui va faire venir ces marques. On le voit sur un Tour de France, on sait très bien qu'il y a des échappés qui vont jamais aller au bout. Mais leur but, c'est de faire quoi aussi? C'est de montrer le maillot, de montrer le sponsor. C'est leur taf. Complètement, et c'est vrai qu'on en revient aussi tout à l'heure à ce qu'on disait, ça revient encore une fois à l'organisation un petit peu plus maîtrisée de ce sport au niveau des calendriers, des fédérations. Tu parlais tout à l'heure et le message s'adressait un petit peu à tous ces jeunes qui aspirent au haut niveau. Tu disais que c'était très dur et toi justement, tu travailles, pour optimiser cette performance, pour optimiser la préparation. Tu es passionné même par ça, je dirais plus. La France est aujourd'hui la nation leader dans le monde du trail, récompensée notamment, je me souviens à Innsbruck, d'un trophée remis à Julien Rancon pour la France, qui était la première nation au championnat du monde, tout confondu, trail running et course en montagne en 2023. Aujourd'hui, toi, tu vas chercher beaucoup plus loin, cette performance que dans le monde de la course à pied. Tu es allé une semaine au cœur, du staff, du dispositif du Stade Toulousain avec le manager général. Tu t'intéresses aussi au monde du tennis. Tu vas nous expliquer lequel parce que tu m'en as parlé et c'est très, très intéressant et tu vas aussi, je crois, aller du côté de l'équipe, Total Energy en vélo, pour comprendre ce qui se passe dans ces milieux. Qu'est-ce que tu cherches? C'est à la fois le côté, interne de la performance, mais aussi le côté externe de l'organisation de ces structures qui sont très, très, très bien organisées? Ouais, je pense que c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, je veux surtout pas qu'on reste dans notre petit savoir, dans notre dans ce que l'on sait, dans ce que l'on fait. Je pense qu'il faut toujours aller chercher ailleurs et de voir un petit peu ce qui se fait de bien et de surtout pas se dire on a la vérité. On n'a pas la vérité. On fait des choses bien. On a une vérité peut-être, mais il faut aller justement aller chercher ailleurs aussi pour s'enrichir et s'enrichir de connaissances. Et je pense que justement à Innsbruck, on a eu un trophée extraordinaire, meilleure nation mondiale justement de l'off-road. Et ça c'est bon, c'est génial. Franchement, c'est un trophée qui est extraordinaire. C'est très très dur d'arriver là, mais ce qui est encore plus dur, c'est d'y rester. Et si on veut pouvoir justement garder ce petit temps d'avance, ben, il faut se remettre en question aussi. On peut pas, voilà, on peut pas se dire bon, mais c'est bon, on y est. De toute façon, on est les meilleurs. Je déteste ça parce que peut-être que si à un moment donné ça a marché, ben on va se faire peut-être prendre la méthode. Est-ce qu'elle a marché? Elle a marché une fois avec certains athlètes. Est-ce qu'elle va marcher deux fois? Peut-être pas. Donc il faut se remettre en question. Et les gens qui se remettent pas en question, c'est des gens qui soit qui arrivent pas en haut, soit qui restent pas longtemps. Donc je pense que c'est vraiment se remettre en question là-dessus. Et c'est vrai que voilà, j'ai voulu aller là passer une semaine au mois de décembre avec Hugo Mola, qui est le manager général du Stade Toulousain. Pour moi, c'est ce qui se fait clairement, voilà, de mieux aujourd'hui dans le rugby. Quand j'avais un collègue qui a vu que je partais là-bas aussi, qui s'appelle Mirko Bergamasco, qui était l'ancien ailier de l'Italie, qui est entraîneur maintenant, qui joue au Stade Français. Il m'a envoyé un petit message, Mirko, et il me dit c'est génial parce que tu vas vers ce qui se fait de mieux au monde. Et du coup, donc ça m'a bien voilà, ça m'a bien conforté dans cette envie. Et du coup, j'ai vécu voilà une semaine extraordinaire de partage où Hugo m'a partagé beaucoup de choses et tout le staff, parce que tout le staff était super. Et là, je me suis aperçu en fait que tout était ultra structuré également, et de plus en plus. Ça, là aussi, par rapport au rugby d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, ça a complètement changé. Et quand on se retrouve avec 5 vidéos analystes, quand on se retrouve avec deux data euh, deux data analystes, avec 4 prep physiques, avec 5 entraîneurs, plus un manager, tous avec leur partie, avec leurs compétences, avec leurs spécialités, et mais aussi avec un seul bureau, avec tout le temps une collaboration, une communication, avec une seule équipe, mais pas avec plein de joueurs. Il y a qu'une équipe. Quand justement Hugo m'a expliqué qu'en fait et m'a montré qu'il ne floquait pas les maillots de Toulouse parce que eux ils vendaient une équipe. Il n'y avait pas de starlet chez eux. Il y avait une équipe.
il n'y avait pas plein de joueurs. Et toutes ces choses-là, en fait, toute cette structuration qu'il y avait en fait autour de ça était était incroyable. Et du coup, tous les jours, je notais plein de choses. En fait, je me suis dit, mais bien sûr que je vais pas driver une équipe de coureurs comme on pourrait driver une équipe de rugby. On va pas se mettre des coups de tronche avant de rentrer sur la chambre d'appel, mais c'est voilà, il y a plein de choses à s'inspirer dans la structuration, dans le management humain, dans tout ça. Et c'est vrai que je trouve très très intéressant. Là, on m'a proposé d'aller vivre un petit moment sur le Tour de France au sein justement de l'équipe Total Energy, en étant justement à l'hôtel, dans le bus, puis du coup d'aller faire les ravitaillements de l'équipe après tout ça cet été sur le Tour de France. Voilà, c'est une journée où j'ai hâte d'être en fait, et d'apprendre plein de choses, d'avoir un échange avec le responsable de la haute perf. Et je trouve que c'est des choses sur lesquelles ça va être très intéressant. Je dis pas que je retournerai pas dans le rugby peut-être l'an prochain. Hier, j'ai envoyé un petit message du coup à Hugo, à d'autres personnes du staff hier, pour les féliciter de ce qui s'est passé ce week-end, de la force mentale. 11 dernières finales, 11 victoires. Ils gagnent toujours en finale. Et donc du coup ça c'est épatant. Donc j'ai envoyé un petit message et tous m'ont dit voilà, à très vite j'espère, ou reviens quand tu veux, et le prep physique, justement un des prep physiques de Toulouse, doit venir passer quelques jours justement chez moi à l'automne, pour justement lui dans l'autre sens voir comment moi je bosse en fait. Et c'est voilà tout cet échange là qui justement je trouve génial en fait. Donc je pense que c'est super important d'aller chercher un petit peu tout ça. Et cette démarche-là, justement, j'en parlais avec Pierre, un des pré physiques, il me dit, nous, on nous incite au moins 1 à 2 fois par an d'aller toujours voir ailleurs comment ça se passe dans d'autres sports. Donc c'est presque une obligation qu'ils ont là-bas, au stade. Donc je trouve ça, voilà, toutes ces choses-là qui sont très très bonnes, et je veux continuer à le faire. Je veux continuer à le faire dans ces sports-là, dans d'autres sports, et continuer à m'enrichir, parce que je pense que peut-être je sais quelque chose, peut-être j'ai réussi à réussir certaines choses jusqu'à maintenant, mais j'ai tellement envie de progresser, et je pense qu'on a tous à progresser dans ce que l'on fait. Et je veux surtout pas je me dis que il faut surtout que je parte et que j'arrête mon métier le jour où je me dis franchement j'ai rien à apprendre, je sais tout. Là, il faut vite que je change de job. Mais parce que là je serais vraiment mauvais. Donc je pense qu'on a vraiment intérêt justement à aller chercher un petit peu ces connaissances, et je pense que certains devraient le faire un peu plus. Et la petite anecdote sur le tennis, si tu peux en parler, Ouais. juste pour voir le détail dans lequel tu vas chercher, enfin, en tout cas, tu vas t'enrichir de l'optimisation de la performance. Alors là dans le tennis, ouais, c'est voilà quelque chose que je voulais enfin essayer de mettre en place. J'ai un copain qui est prep physique en fait dans le tennis. C'est le prep physique de Loïs Boisson qui a fait demi-finale à Roland-Garros, et qui travaille aussi avec une orthoptiste. Et donc ça, j'aimerais vraiment voilà, donc on a essayé là déjà de commencer à bosser ensemble, et j'aimerais vraiment arriver à le mettre ensemble avec le mettre en place avec certains athlètes là, très rapidement. C'est justement sur ce travail où je me dis il faut maintenant aller chercher, de toute façon, c'est tout le détail qui vont faire la différence. Le haut niveau, c'est des détails, c'est un amas de détails. Et donc, on essaie tout le temps de chercher ça. Et je me suis dit, mais en fait, en descente, justement, on peut arriver à travailler encore plus, arriver à aller un petit peu plus vite, peut-être. Mais aussi, qu'est-ce qui va faire qu'on sera meilleur après? C'est justement de pouvoir avoir un coût énergétique le plus bas possible en descente, tout en descendant le plus vite possible. Et pour ça, si on arrive à anticiper encore à chaque fois un pas de plus, et d'avoir le bon choix, la bonne prise de décision beaucoup plus rapidement, on va arriver à avoir des descentes beaucoup plus fluides, et donc moins coûteuses, et pourtant tout aussi rapides, voire plus rapides. Et donc pour ça, je me suis dit que de travailler peut-être avec des gens qui ont développé des temps de réaction, des choix, qui font des choix très 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 rapidement. On va trouver la Formule 1, on va trouver le tennis, on va trouver tout ça. Et du coup, d'en parler justement avec Seb là-dessus, je me suis dit, mais ça peut être très intéressant. Et du coup, Seb
Et du coup, voilà, l'orthoptiste avec qui ils travaillent m'ont présenté tout ça et là je me suis dit: «Mais en fait, ça peut être incroyable. Si on peut aller chercher ces détails-là, on va avoir des athlètes qui seront plus performants en côte». Ben oui, parce que s'ils ont un coût énergétique plus faible en descente, ils auront plus de force, plus d'énergie pour être encore meilleurs dans les bosses derrière. Donc on va avoir des athlètes qui vont aller vite, voire plus vite que les autres en descente, mais peut-être qu'en plus ils seront meilleurs derrière parce qu'eux, ils ne vont pas dégrader leur pace au fur et à mesure de la course. C'est mes antidouleurs à moi, mais qui sont beaucoup plus naturelles qu'un Doliprane. Alors, orthoptiste, est-ce que tu peux préciser la profession? Moi, je connais, mais j'aimerais bien que tu l'expliques parce que c'est hyper intéressant parce que là, on parle de temps de réflexe de l'ordre du centième de seconde, même du millième de seconde. Voilà, donc c'est en fait c'est un métier justement sur cette gymnastique un petit peu visuelle en fait ce travail-là et là le but du jeu est d'avoir en fait de capter et de traiter l'information de manière beaucoup plus rapide pour justement adapter après au terrain. Donc c'est cette personne-là dans le milieu médical qui va permettre justement d'avoir des un travail, des jeux, parce que c'est ludique aussi, hein. Ce sont des choses très très ludiques pour justement arriver à travailler cette capture et ce traitement de l'information beaucoup plus rapidement qu'une personne lambda. Alors, on arrive au bout, hein, de ce long podcast. Encore une fois, on a dépassé, le temps de jeu, légal. Pourtant, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de jeu. Les prochaines échéances, Adrien, bon, on les connaît, c'est les championnats de France, forcément, là, les week-ends à venir, mais surtout après, l'annonce de la sélection. Tu as dit les stages auront lieu, début août, mais l'annonce de la sélection, j'imagine très complexe parce qu'il y a à la fois des sélectionnés, sur les championnats de France, donc les critères ont défini que c'était le premier et la première des championnats de France, sachant que sur le trail court, Clémentine Geoffrey et Thomas Carlin sont déjà qualifiés. Mais après, il va falloir se creuser les méninges pour aller chercher les autres qualifiés sur éventuellement d'autres critères et d'autres courses ailleurs en France et ailleurs dans le monde. Oui, oui, alors du coup, voilà les critères comme tu as dit, donc on a le premier des championnats, enfin premier, hein, à chaque fois des championnats d'Europe de l'an passé, parce qu'on est sur un format un peu identique par rapport au trail court que l'on va avoir sur Canfranc en termes de temps de course. Et après, ça va être voilà championne et champion de France à chaque fois sur trail court, sur trail long. Et après, voilà, les deux autres points sont vraiment sur résultats des France, donc c'est là où on va vraiment cibler au maximum les athlètes. Il y aura une grande majorité d'athlètes qui seront sur le championnat de France. Mais après, je pense qu'il faut pas qu'on ait des œillères non plus et de pouvoir aussi justement observer vraiment, ce qui va se passer, ce qui a pu se passer sur les autres courses. Là, clairement, on avait le 90 du Mont Blanc et le marathon sur lequel j'avais, essayé d'avoir un œil, le plus averti possible. On avait un œil sur la Western, on a un œil sur la Hard Rock, on avait un œil sur le Lavaredo, voilà, enfin, voilà, tout dans ce moment-là, là, toutes les courses-là qui ont été là, il y a des quand même c'est une période où il y a des grosses courses, hein, fin juin, début juillet, mais où justement en plus on a une période après relativement longue pour pouvoir récupérer et préparer les championnats du monde. Donc pour nous, c'est de faire en fait d'avoir une grande majorité d'athlètes justement qui vont être issus du championnat de France, mais on se ferme pas de porte pour d'autres athlètes qui pourraient faire preuve d'une très très grande forme actuelle sur des grandes courses que l'on peut voir voilà sur ce laps de 3-4 semaines. L'annonce du groupe qui serait sélectionné pourrait être annoncée à quelle date? Normalement, elle devrait se faire le mercredi 16 juillet. Voilà, c'est en fait, nous on va déjà donc bon, on a déjà débriefé pendant, je pense, 1 heure hier avec Julien Rancon justement, qui a ce rôle de DTN adjoint, de manager un petit peu des équipes de France off-road. Donc du coup, voilà, j'y faisais part hier de mes ressentis du week-end sur Western Lavaredo marathon 90 là. Donc voilà, donc on a un petit peu fait un petit retour de ça, mais un peu des hiérarchies, de voir un petit peu ce qui s'est passé, les points forts, les points faibles de chacun,
la hauteur de performance, hein, le niveau de performance de chacun. Donc ça, on a pas mal débriefé pendant 1 heure hier. Et puis forcément le 12 au soir et le 13 au soir, on va avoir de grosses discussions, je pense. Bon, hier c'était bien, on était ultra d'accord sur tout, donc c'était très, voilà, c'est très facile. Mais du coup, voilà, c'est des choses sur lesquelles moi je suis là pour, voilà, pour proposer une équipe que je dois faire valider à la direction technique nationale au niveau de la Fédé, qui doit me, entre guillemets, le tamponner, hein, donc pour pouvoir l'annoncer. Donc voilà, donc du coup on aura un gros travail là-dessus. Peut-être encore le lundi 14, ce sera peut-être pas férié pour nous. Et donc je pense que le lundi 14, on va envoyer la sélection qui pour nous serait définitive au comité de sélection de la Fédé pour qu'ils puissent voilà donner leur aval en fait sur cette sélection. Et donc au moins une fois que officiellement c'est ok par rapport au comité de sélection, bon ils nous ont jamais retoqué hein, là-dessus, mais c'est voilà, c'est l'officialisation aussi là-dessus. On pourra l'annoncer officiellement logiquement le mercredi 16, le temps que voilà ce petit va-et-vient au sein de la Fédé. Alors, on rappelle juste qu'il y a 4 sélectionnés, hommes et femmes, sur la course en montagne. Il y aura aussi des sélections sur le kilomètre vertical, dont la course, sélective sera à Briançon le week-end, je crois, suivant, le 18 juillet. Il y aura aussi des juniors et des cadets sur la course en montagne, et sur le trail, c'est une équipe de 5 coureurs à chaque fois, en trail court et en trail long. Donc ça va représenter, 20 athlètes, et peut-être que vous mettrez, des remplaçants. On verra, on aura la surprise de découvrir ça, le 16. Juste pour terminer, tu me dis si je me suis trompé, hein? Non, non, c'est ça, on attend juste, voilà, on attend juste parce qu'en fait, sur les championnats du monde, on peut mettre jusqu'à 6 coureurs, voilà, sur un format, donc 6 hommes, 6 femmes sur le court et même chose sur le long. Mais voilà, pour l'instant, on attend les validations du nombre de 5 ou 6 de la fédération que l'on aura vendredi. Normalement, voilà, de savoir si on peut en amener 5 ou 6, ça c'est un choix de la fédération. Et actuellement, il y a aussi des choix de coûts financiers d'amener voilà, un certain nombre d'athlètes sur les compétitions. Et donc on aura la validation de la fédération vendredi sur le nombre de pouvoir en amener dessus. Forcément, j'espère qu'on en aura 6, mais voilà. Pour l'instant, je ne sais absolument pas. C'est vrai qu'on est la meilleure nation mondiale au dernier championnat du monde. Voilà, mon souhait, ça serait qu'on ait quand même une équipe complète, mais c'est absolument pas moi qui choisis ça. Alors, on a commencé en évoquant, l'olympisme. J'aimerais qu'on finisse avec, en évoquant aussi, ce volet. En 2026, il y a les Jeux olympiques d'hiver en Italie. 2030, ils sont en France, sur les Jeux olympiques d'hiver. On a eu des Jeux olympiques en 2024, très réussis du côté de Paris. Quel est ton regard, toi, en tant que sélectionneur, sur une possibilité d'avoir un jour le trail aux Jeux olympiques? On a vu que André Giraud avait annoncé, pourquoi pas, une forme de cross sur les Jeux olympiques d'hiver en 2030, avant qu'il quitte la présidence de la fédération, remplacé par Jean Gracia. Aujourd'hui, on a vu aussi que la fédération vient de signer un partenariat intéressant avec Briançon, dans les Hautes-Alpes, qui aura bientôt aussi une très belle piste d'athlétisme. C'est aussi des signaux forts qui sont envoyés par Briançon, qui ne cache pas son intérêt d'être, pourquoi pas, candidat à une organisation d'une épreuve entre le cross et le trail. C'est quoi ton opinion là-dessus? Moi, je suis, ouais, j'ai un avis assez tranché là-dessus. Alors moi, c'est ça, enfin ça, voilà, ça c'est que mon avis, mais moi je trouve que ça pourrait être intéressant d'avoir le trail au JO. On l'a vu avec Paris 2024. Les JO, c'est quelque chose de grandiose. C'est un événement qui est génial. Moi, je vois quand les JO se sont arrêtés, je me suis dit, mais pourquoi on peut pas vivre tout le temps comme ça? Tous les gens étaient contents, tous les gens étaient, enfin, ça a mis le smile à tous les Français, enfin tout le monde. Tout le monde suit le sport à fond pendant ces moments-là. Enfin, les jeux, c'est extraordinaire en fait. C'est extraordinaire. J'ai pu le vivre aussi un petit peu justement de l'intérieur, moi, comme tu l'avais dit, voilà, avec en suivant mon père là-dessus, où j'étais à Barcelone, je l'avais suivi là-bas. Enfin, c'est
c'est quelque chose qui, moi, m'a toujours animé. Maintenant, ce que j'aimerais par contre, c'est qu'on ne dénature pas notre discipline. Et je pense que là, voilà, pour moi, hein, il faut être vigilant. C'est vrai que on fait du trail et pour l'instant, là, de ce que je vois, ça serait pas les JO de trail, mais plus les JO de course en montagne, de cross, mais pas spécialement de trail. J'aurais bien aimé me dire, ça aurait été un sport test, un sport de démonstration à Paris, et on fait ça sur le marathon du Mont Blanc. Imagine les panoramas que l'on aurait vendus au monde entier. On aurait fait rêver le monde entier. C'était extraordinaire. Enfin, est-ce qu'il y a plus belle place que d'aller courir, avec ces panoramas-là? C'est grandiose. Enfin, moi, le premier, dès que je monte pendant le marathon, je suis allé courir. Je suis monté au refuge de Bel-Achat avec ma femme en courant. Arrivé là-haut, je pense qu'on s'est arrêté 10 minutes prendre des photos et tout, tellement c'est joli. Enfin, c'est incroyable. Donc voilà, je pense que ça aurait été magnifique. Et là, on aurait eu un format qui n'est pas trop long, parce que le marathon du Mont Blanc, c'est pas trop long. Et on a vraiment du vrai trail. On respecte vraiment, en fait, ce côté-là, vraiment le trail. Et je pense qu'aujourd'hui, on a les moyens d'avoir une vraie diffusion aussi télévisuelle. Surtout qu'en plus, si on ajoute les moyens de médiatisation et les moyens financiers des JO, je pense qu'on aurait suffisamment de choses pour pouvoir faire de très très beaux suivis. Donc voilà, là ça aurait été chouette. Après, maintenant, si on doit dénaturer complètement et de tourner en rond, de faire un cross géant avec des cailloux en plastique en tournant en rond, là je suis pas pour. Ouais. Voilà, c'est mon avis. Après, je sais que il y a des avis qui diffèrent auprès de chaque athlète et tout ça. Moi, voilà, j'aimerais bien un jour pouvoir voir le trail au jeu, de l'avoir dans cette famille olympique, mais voilà, en respectant notre discipline. Merci beaucoup pour cet avis et puis, on se donne rendez-vous Adrien, dans les prochaines semaines et prochains mois. On l'a noté, championnat de France en juillet à Val d'Isère, sélection, annoncée mi-juillet, stage en août et puis, le grand rendez-vous du 23 au 26 septembre à Canfranc, pour les championnats du monde off-road, toutes disciplines confondues. Merci beaucoup pour ce temps. Là, on va arriver presque à un match de foot. On a dépassé le temps de jeu d'un match de rugby, donc Ouais. on n'est pas bon. Ouais, mais ça va, ce week-end, ils ont fait les prolongations, tu vois, avec la finale du top 14, donc ça va, c'est tolérable. Merci beaucoup pour cet entretien riche et puis sans langue de bois et sans filtre, en tout cas. Et puis pour ceux qui écouteront le podcast avant les championnats de France, on sera aussi tous les deux à Val d'Isère pour animer 2 petites conférences le mercredi et le jeudi dans le cadre des championnats de France, justement pour compléter un petit peu tout ce qu'on a dit sur comment se préparer et planifier ces saisons notamment. Merci beaucoup, Fred, et merci beaucoup à toutes et tous, et très belle journée ou très belle soirée à tout le monde. Merci, à bientôt. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.